Bonjour à toutes et à tous. Bien sûr, je m'associe aux remerciements que vient de faire le président Gérard Ramex. Je m'associe à ces remerciements pour la présence de chacun d'entre vous, surtout dans les circonstances que nous connaissons à Paris depuis 2 jours. Je voulais aussi peut-être plus particulièrement remercier également donc les 5 panélistes qui sont tous là, comme vous voyez. Je vais commencer par Sharon Bowen parce que c'est elle qui vient, je crois, de plus loin. C'est notre américaine, notre collègue américaine, commissaire de la CFTC, qui est donc arrivée ce week-end. Merci beaucoup à Sharon d'être parmi nous dans ces circonstances. Je remercie également Catherine Mann, notre autre américaine, mais elle est basée à Paris. Elle est chief économiste de l'OCDE, mais elle était en Turquie ce week-end pour le G20. Merci à Catherine d'être là. Merci également à Benoît Queuret, que je pense que je n'ai pas à présenter Benoît, qui est très connu dans l'assistance. Je sais aussi qu'il était aux États-Unis ce week-end. Donc merci à Benoît d'avoir fait le voyage pour Paris pour participer aux entretiens de l'AMF. Enfin, merci à nos 2 Français, je ne sais pas comment il faut dire ça, représentants du secteur privé, en commençant par Dominique Sénéquier, qui est responsable d'Ardian, une des grandes maisons de private equity européennes. Je sais que vous êtes aussi basé à Londres et à Paris. En tout cas, merci beaucoup Dominique d'être là parmi nous. Et enfin, merci au banquier de la BNP, Alain Papias, qui nous fait aussi l'amitié de participer à cette table ronde, même si lui, c'est un voisin. Mais il voyage beaucoup lui aussi. Nous allons donc, et nous allons être ambitieux ce soir, nous allons parler ensemble avec ces 5 panélistes des nouveaux risques de la finance mondialisée. C'est un sujet ambitieux et difficile parce que je vais faire quelques remarques introductives. Nous vivons dans un environnement économique très compliqué et très incertain. La croissance est faible ou très faible en Europe. Les turbulences sont fortes dans les grands pays émergents, notamment la Chine. Il en résulte aussi des baisses de cours de matières premières. Le pétrole également est à un niveau historiquement bas. C'est un grand point d'interrogation dans notre conjoncture économique. Nous avons également un débat sur la croissance à moyen terme, la stagnation séculaire. Qu'en est-il? C'est aussi un élément, je pense, de forte incertitude économique à moyen long terme. Et enfin, nous avons des risques géopolitiques croissants un peu partout dans le monde, mais aussi en France. Le terrorisme en fait peut-être partie. Nous avons ensuite ce que j'appellerais des nouveaux risques, par exemple tout ce qui tourne autour du changement climatique, des énergies fossiles. C'est des thèmes qui montrent que la planète finance avait moins pris en compte traditionnellement, qu'elle commence à prendre en compte davantage. Que penser de ces nouveaux risques? Est-ce que le monde financier peut les suivre ou contribuer à leur bonne gestion? Nous avons enfin des risques que j'appellerais peut-être davantage internes ou endogènes au marché financier qui viennent des politiques publiques, de politiques monétaires ou des nouvelles régulations qui petit à petit entrent en vigueur dans le monde financier depuis la crise de 2008-2009. Je pense dans ces nouveaux risques, d'abord aux risques qui sont induits par les nouvelles politiques monétaires des banques centrales, BCE bien sûr y compris, et à l'environnement de taux durablement bas à court terme, à moyen et à long terme, et qui induit donc des circonstances de marché très différentes de celui qu'on a pu connaître auparavant et des risques qui sont associés à ces nouveaux environnements de taux. Je pense également à toutes les problématiques de liquidité des marchés financiers. C'est aussi un sujet essentiel de bon fonctionnement des marchés qui peut poser problème aujourd'hui et qu'on abordera au cours de cette table ronde. Je pense également à tous les problèmes d'infrastructure de marché, et par exemple de concentration des risques sur les clearing houses, sur les chambres de compensation. Là aussi, ce sont des sujets qui montent, qui viennent directement des régulations, qui forcent la concentration sur des chambres de compensation. Est-ce qu'il n'y a pas des nouveaux risques induits par ce nouveau paysage réglementaire et pratique? Nous avons des risques opérationnels aussi. On y est peut-être habitué, mais ils se reposent toujours dans des conditions nouvelles. Ces risques opérationnels sur les infrastructures de marché, les risques opérationnels, les risques informatiques et aussi la cybersécurité, qui est un nouveau thème important que nous allons essayer d'évoquer au cours de cette table ronde.
Enfin, le shadow banking, le déplacement de certaines activités sur le shadow banking. Est-ce qu'il y a des nouveaux risques associés? Comment les prendre en compte? Voilà encore une question que je voudrais poser aux participants de cette table ronde. Je vais essayer donc de l'organiser autour de 5 points, 5 perspectives, en essayant de respecter le temps de parole qui nous est à peu près imparti. Ces 5 perspectives seront d'abord une perspective davantage macroéconomique, ensuite une perspective centrée autour de la politique monétaire et de ses conséquences, ensuite une perspective autour de la liquidité des marchés financiers ou de une certaine absence de liquidité et des risques induits à cet égard, enfin l'organisation des marchés et des infrastructures de marché, ce sera la 4e perspective. Et enfin, la 5e sera davantage tournée sur les problématiques de shadow banking. Si on a un petit peu de temps à la fin, je prendrai une ou deux questions de l'assistance. No, I will switch into English. Everybody around the one table is free to speak in his own language. So I will switch to give to Catherine Mann and give the floor to her. Catherine, regarding the main macroeconomic risks today, regarding the global economic environment, from your perspective, from an OECD perspective, what are the main risks? And do you have also specific concern regarding the financial sector? Great. Thank you very much. Je suis désolée, je ne peux pas parler en français. Je peux parler français seulement pour acheter le vin et la pâtisserie. Ainsi, je continue en anglais. The OECD issued their economic outlook for November last Monday. I was in New York on Bloomberg at the same time as the Secretary General Angel Gurria was issuing it here in Paris. Now, there's good news and bad news. Actually, for Europe, compared to 2014, where the euro area we had growing at 1.9, for 2015, we're projecting the euro area at 1.5, which that's the good news. On the other hand, we have downgraded the euro area for 2015 and also for 2016. So it's better, but it's really not what we would like to see, and it doesn't represent a fast enough rate of growth in order to make good on the promises that we've made citizens. We make promises to the young people that they'll have better life. We make promises to the old people that will pay their pensions, and we make promises to investors that we will pay off the obligations that we've undertaken. So, at rates of growth, below 2 for the euro area, we're not going to be able to make good on those promises. And I think we know who already has been having we've been having difficulty in the euro area making good on our promises to young people in particular, considering the very high rate of unemployment for youth. Now, in the economic outlook, we do look a lot at risks coming from China, both on the real side through the trade channel, through the channel of commodity prices, as well as through the channel of financial transactions. But I don't have enough time to go through all of that, so what I wanted to focus on is another area that we've been doing a lot of work on at the OECD. It was also a key element of our economic outlook in June, and that is what I call the investment disconnect. What do I mean by that? What I mean is that on the real side, investment has simply not taken off, especially in the euro area. Even where we are now compared to the time of the financial crisis, in the euro area, real investment is 15% below where it was at the time of the financial crisis. And even at the end of our projection period, it's still going to be 8% below where it was. So tremendous sluggishness in the investment climate in the euro area. And that, of course, has implications for innovation. It has implications for potential growth, the promises keeping, and it has issues going forward on the financial side. So on the real side, dreadful performance of real investment. Of course, on the financial side, financial investment, we've had some come off a little bit of a few highs here in the last couple of weeks, basically since August when the Chinese had the devaluation of the renminbi. But by and large, the financial side is going great.
Now, if we think of financial markets as being the present discounted value of the future stream of earnings, then it's really hard to connect up what is on the real side and on the performance side for the economy going forward on a GDP basis, and what's happening in the financial markets. Now, we know why the financial markets are at the height that they are. It's stock buybacks, it's mergers and acquisitions, some really big ones happening here recently. Now, there are some dividends going out there, increased use of dividends, and that's going to put some money in the pockets of consumers, but in a very biased basis, because of course wealth holdings are not distributed equally across the population, not in the United States and certainly not in the Euro area either. So what does this financial side, so we have two sets of vulnerabilities that come from this investment disconnect. As I say, one vulnerability on the real side is we can't make good on our promises. The vulnerability on the financial side with this very, basically markets that don't have the real side underpinning for the valuations that we see, what we end up is that on the advanced economies, we are going to be looking at some questions about, well, if we don't get investment dynamic going, and as I say, we don't see it in Europe, we see more in the United States happening. If we don't get that real investment dynamic going, then the vulnerabilities is going to be that we have some stock market corrections. Now, in the advanced countries, maybe not as much of a correction as to cause us significant trouble, but on the emerging, I guess that's me. On the emerging market side, because of the search for yield, the financial vulnerabilities to them is much more transactional. It's much more difficult to address, and we can probably talk a little bit about that later when I talk about prospects for the Federal Reserve to raise interest rates. Merci Catherine pour ce premier tableau général qui n'est pas très rose quand même globalement. Est-ce que je peux demander à Alain de réagir à ce tableau général et de donner un point de vue davantage d'un grand banquier français et international sur cette conjoncture ? Alors sur la conjoncture, je crois que je partage moi complètement ce que dit Catherine. Sujet d'inquiétude qui est relayé d'ailleurs récemment par le Fonds monétaire international sur la situation des pays émergents et particulièrement des émergents exportateurs de matières premières. La chute des prix des commodities, que ce soit le pétrole ou les matières premières, a fait l'objet de beaucoup de commentaires, entre autres dans la presse occidentale, sur le thème c'est une très bonne chose pour nos économies puisque bien évidemment elle permettait aux entreprises de restaurer leurs marges et aux particuliers qui sont utilisateurs de ces matières premières d'avoir un peu plus de revenus disponibles à dépenser. Je crois que c'était la vision positive mais à court terme du sujet. La vision à moyen terme, c'est que le décrochage des devises émergentes par rapport au dollar va leur poser un gros problème de remboursement de leurs dettes, puisqu'il ne faut pas oublier qu'une partie de ces emprunts en dollars ont financé des infrastructures domestiques qui elles-mêmes ne génèrent des revenus que dans la monnaie locale, premier problème. Deuxième problème, une partie des banques des pays émergents ont été très actives dans les financements de projets locaux, sont endettées en dollars plutôt courts, et que l'accès au marché, compte tenu des downgrades, va être extrêmement difficile pour eux. Je crois qu'il y a des gestionnaires d'actifs dans la salle. Tout le monde sait que quand on est investment grade et quand on est non-investment grade, le bucket de disponibilité des asset managers n'est pas du tout le même, et on commence à voir de fortes tensions sur le marché de la dette émergente, dont les prix se sont considérablement augmentés, ce qui veut dire que les renouvellements de ces dettes vont être assez pénibles, qu'un certain nombre de pays émergents vont être dans des situations compliquées. J'étais à New York la semaine dernière pour les workshops de la Fed. C'est le gros sujet d'inquiétude de Christine Lagarde et des équipes du FMI qui, comme vous l'avez sûrement lu dans la presse, j'en sais pas plus que ça, demande à Madame Yellen à peu près tous les jours, ou tous les 2 jours en tout cas, de ne pas bouger les taux d'intérêt américains, puisque l'essentiel de l'endettement des émergents est en dollars. C'est très vrai de l'Amérique latine. Je pense que l'Asie est un peu immunisée de ce sujet, puisqu'en fait, il n'y a pas de grands pays producteurs de matières premières en Asie, à part l'Indonésie, mais toute l'Afrique, une partie du Moyen-Orient et une partie de l'Amérique latine vont être soumis à ces très fortes tensions. Et donc, je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Les marchés obligataires émergents sont très peu liquides et les risques d'accident sont assez élevés. Voilà.
Merci Alain pour cette introduction complémentaire. Je me tourne maintenant vers Benoît Cœuré. La politique monétaire, justement, était là par rapport à cet environnement économique assez fragile ou incertain, était là pour réagir. Elle a été très particulière, très nouvelle. Le quantitative easing en Europe, comme dans d'autres zones du monde, a rebattu les cartes. Et j'ai envie, Benoît, tout de suite de te poser la question. Ce qui n'est pas simple pour cette nouvelle politique monétaire, c'est ses conséquences sur le bon fonctionnement des marchés financiers. On n'est quand même pas à l'aise quand on voit aujourd'hui des primes de risque particulièrement faibles, des prix d'actifs qui nous paraissent presque incohérents, voire des bulles sur certains prix d'actifs. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Et qu'est-ce que tu penses de ces conséquences ou de ces unintended consequences de la politique monétaire européenne? Merci Benoît, et même merci à Gérard et à Benoît pour leur invitation. C'est une très bonne question qu'on se pose. La Banque Centrale Européenne n'est pas aveugle et sourde aux conséquences, y compris aux conséquences collatérales, comme tu as dit, des décisions de politique monétaire. Le point de départ de cette discussion, tout de même, je fais un pas en arrière, c'est que les décisions de politique monétaire qui ont été prises non seulement dans la zone euro, mais aussi aux États-Unis, au Royaume-Uni, dans toutes les grandes économies, c'est des décisions qui sont là pour créer de la croissance, pour ramener l'inflation vers 2%, ce qui est notre mandat, et pour remettre l'économie sur une trajectoire stable en sortant d'une crise qui a été profonde et très traumatisante pour nos économies et pour notre tissu social. Et donc, nous sommes sensibles, et je vais y venir, à toutes les conséquences que les politiques monétaires non conventionnelles peuvent avoir pour la stabilité financière, pour le fonctionnement du secteur financier. Mais replaçons cette discussion dans son contexte. Je pense que personne, et notamment pas le secteur financier, n'aurait intérêt à ce que l'économie se stabilise, reste prisonnière d'une trappe où la croissance serait durablement de 1% et l'inflation serait durablement de 1%. Ça serait dans l'intérêt de personne, et en particulier pas de l'intermédiation financière. Donc je pars de ça pour recadrer un peu le débat. Donc, dans ces circonstances-là, on a mis en place un certain nombre de politiques non conventionnelles, notamment les achats d'actifs et des taux d'intérêt bas, voire négatifs. On suit avec attention les conséquences de ces politiques pour la stabilité financière dans la zone euro. Tout ça est public, d'ailleurs, donc ce que je vais dire est reflété dans des publications de la Banque Centrale Européenne, notamment notre revue de la stabilité financière, dont la prochaine édition sort la semaine prochaine. Je fais un peu de teasing. Je voudrais notamment détailler un peu nos analyses et notre point de vue dans trois directions. La première direction, c'est celle que tu as mentionnée, Benoît, c'est la prise de risque. Que voit-on en matière de prise de risque financier dans la zone euro dans un environnement de primes de risque qui sont faibles, voire négatives sur certains segments, et de prix d'actifs qui sont maintenant très élevés? La deuxième question, c'est quelles sont les conséquences de l'environnement de taux d'intérêt bas pour l'activité d'intermédiation bancaire et pour les profits du secteur bancaire? Et la troisième question, c'est quelles sont les conséquences de cet environnement pour l'intermédiation non bancaire, et en particulier tout ce qu'on appelle le shadow banking? Et quels sont les risques de prise de risque excessif dans ce domaine-là, en dehors du secteur bancaire? Alors, si on commence par les valorisations d'actifs, à un niveau global dans la zone euro, en regardant les différents marchés, on ne voit pas de surévaluation globale des prix d'actifs dans la zone euro. Si on regarde par exemple les marchés de corporate bonds dans la zone euro, on a une des recherches académiques qui sortent sur ces sujets-là, faites à la BCE, on ne voit pas d'écart majeur des valorisations par rapport au risque implicite, au risque sous-jacent, et par rapport aux valorisations historiques, au lien historique entre le risque et la valorisation. Donc là, on ne voit pas d'excès, on ne voit pas de distorsion majeure. En revanche, ça dépend des marchés. Même sur le high yield, tu n'as pas observé des j'ai choses dit au niveau général. excessives. Si, on observe des petites bulles ici et là, disons, mais au niveau global dans la zone euro, qui est celui qui est le plus important du point de vue de la Banque centrale, pas de distorsion majeure.
Mais effectivement, le diagnostic peut être différent selon les marchés. Dans l'immobilier commercial en particulier, on commence à avoir des dynamiques différentes selon les pays de la zone euro et dans certains cas, des valorisations qui sont maintenant assez nettement en dehors de leur moyenne de long terme dans l'immobilier commercial. Donc on a des signaux d'alerte sur certains segments de marché. Quelque chose qui est globalement rassurant à ce stade, c'est que la hausse des prix d'actifs ne s'est pas pour l'instant accompagnée d'une expansion excessive du crédit. Donc ça, c'est une différence très importante par rapport au cycle financier précédent. Et c'est lié aussi à l'impact positif des différentes réglementations qui ont été mises en place depuis la crise. La taille du secteur bancaire est contenue par la réglementation, mais c'est en termes macro-prudentiels, en termes de stabilité financière, c'est une bonne chose. Et on sait que toutes les grandes bulles de prix d'actifs se sont accompagnées aussi d'expansion déréglée du crédit. On ne voit pas ça aujourd'hui. Cela dit, on voit des structures de marché qui sont de nature à créer des dynamiques qui peuvent être déstabilisantes ou qui peuvent amplifier les corrections. On voit des corrélations très fortes entre les prix d'actifs. Quand on regarde la constellation de toutes les corrélations 2 à 2 des différents prix d'actifs, on observe que ces corrélations augmentent, c'est-à-dire qu'on a une recorrélation des prix d'actifs au travers des classes d'actifs. Et on a, tu l'as dit, on va sans doute en reparler, une liquidité faible qui est aussi de nature à amplifier les corrections. Donc on a une structure de marché qui peut être dans certains cas déstabilisante. Sur la profitabilité bancaire, les marges d'intérêt bancaire, évidemment, ont baissé dans un environnement de taux bas. Ça, ce n'est pas une surprise. On sait que les revenus sont plus sensibles au taux d'intérêt que les dépenses. Et en particulier, dans un environnement de taux faible, voire négatif sur la partie courbe de la courbe, où les taux évidemment des dépôts retail, eux, sont contraints sont contraints à zéro, donc ne peuvent pas suivre les taux négatifs. Donc ça se traduit sur les marges d'intermédiation. On observe aussi un gap entre le coût du capital, le coût des fonds propres et le rendement sur fonds propres dans le secteur bancaire, qui a tendance à se resserrer, donc qui diminue, cet écart diminue. Mais quand on regarde dans le détail pourquoi il diminue parce qu'il y a eu une augmentation des commissions, des fees, et parce qu'il y a eu une augmentation du revenu sur le trading, qui est quelque chose qui est aussi transitoire et qui peut être lié aussi à des dynamiques qui ne sont pas forcément stabilisantes. Et donc, il y a une question sur la soutenabilité de la profitabilité du capital dans le secteur bancaire. Comment vont faire toutes les banques? Ils doivent encore se recapitaliser. Il y a des besoins de fonds propres. Si le coût du capital n'est pas couvert, qui va financer? Alors ça, ça pose la question aussi de la substitution possible entre financement bancaire et non bancaire, et je vais y venir parce que ça peut être également un facteur de risque. Et donc, ce qu'on voit d'une manière générale, c'est que la croissance nominale faible, la croissance de l'activité faible des débouchés et l'environnement de taux bas créent une pression sur l'activité bancaire traditionnelle qui est pour l'instant temporaire. Mais si cet environnement devait durer, ce qui n'est pas notre souhait, nous on ne souhaite pas que cet environnement monétaire soit durable. On souhaite que l'investissement reparte et qu'il y ait à terme une normalisation monétaire. Si cet environnement devait durer, ça créerait sans doute un besoin pour les banques d'ajuster leur business model vers des activités qui dépendent moins des taux d'intérêt, donc vers des activités qui soient plus fondées sur des commissions. Et donc l'environnement de taux bas peut lui-même amplifier le mouvement vers un modèle de déplacement du crédit en dehors des bilans bancaires. Et c'est quelque chose qui n'est pas forcément compris, maîtrisé et le modèle final, c'est-à-dire le partage entre financement bancaire et non bancaire, n'est pas quelque chose qui est complètement sous contrôle. Donc là, il y a une interaction entre l'environnement de taux bas et un phénomène général de désintermédiation bancaire. Dernière chose, et je voudrais insister là-dessus parce que c'est d'une certaine manière ce qui nous préoccupe le plus, on voit une croissance rapide du shadow banking. Les entités de shadow banking ont passé, en termes de part totale dans les actifs du secteur financier, selon nos mesures, sont passées de 33% à 38% depuis 2009 du total des actifs financiers, alors que les institutions de crédit ont, elles, reculé de 55% à 48%. Donc on voit un basculement du secteur bancaire vers le shadow banking.
Sur les 60 000 milliards, les 60 trillions d'actifs financiers dans la zone euro, environ 25 trillions, 25 000 milliards sont détenus par des entités de shadow banking en juin 2015. Alors, c'est d'une certaine manière une soupape de sécurité ou quelque chose qui permet de pallier une situation où le secteur bancaire est moins dans une capacité de faire de l'intermédiation. Donc on peut voir ça positivement, mais ça représente aussi des risques spécifiques. L'activité de transformation de maturité et de transformation de liquidité dans le secteur non bancaire est mal mesurée. Donc il y a les risques de liquidité, les risques de transformation ne sont pas très bien mesurés. Les fonds d'investissement, alors on peut avoir un débat conceptuel pour savoir si les fonds d'investissement sont du shadow banking ou pas. Bon, supposons qu'on les mette dans le shadow banking. Ont des comportements et des contraintes qui peuvent amplifier les chocs de marché. Et donc dans un environnement où les actifs sont très corrélés, où la liquidité est faible, c'est un facteur supplémentaire d'amplification possible des chocs. La transparence de ces fonds est généralement moindre que dans le secteur bancaire. Et les données disponibles suggèrent que la prise de risque par ces entités a augmenté, y compris au cours de l'année écoulée. Et on voit un mouvement de réallocation des portefeuilles vers des actifs qui sont moins bien notés, vers les pays émergents, globalement vers les actifs plus risqués. Donc on voit un phénomène de prise de risque dans le secteur du shadow banking qui peut être un facteur de risque en cas de repricing global des marchés. Donc la conclusion, après avoir passé tout ça en revue, c'est qu'on n'a pas d'indication d'une survalorisation globale des actifs dans la zone euro, mais on a un environnement de taux bas qui force les banques et aussi les assureurs, j'en ai pas parlé parce que ce n'est pas la compétence directe de la BCE, mais on pourrait en parler aussi, cet environnement force les banques à changer leur business model vers des activités qui peuvent être éventuellement plus risquées. Et la croissance continue du secteur des fonds d'investissement et du shadow banking en général crée potentiellement des dynamiques de marché qui peuvent être déstabilisantes en cas d'ajustement brutal, soit des primes de risque, soit des valorisations. Et tout ça dans un environnement où les données enfin, l'information disponible sur ce secteur est malheureusement encore insuffisante. Alors la réponse à ça n'est pas dans la politique monétaire, elle est dans la politique macro-prudentielle, qui est maintenant un complément indispensable de la politique monétaire et pour lequel la BCE a une compétence avec les autorités nationales. Mais ça pose une question, et je finis sur cette question ouverte, ça pose une question qui est celle des instruments macro-prudentiels pour les entités qui ne sont pas des banques. Et là, il y a un souci, il y a une zone d'ombre dans le dispositif. On a de bons instruments macro-prudentiels pour le secteur bancaire, qui sont maintenant en cours de test, si on veut. On est en train de les comprendre et de les utiliser. Il y a sans doute un manque de boîte à outils macro-prudentiels pour faire face aux risques dans le secteur non bancaire. Et ça, c'est une réflexion qu'on devrait avoir collectivement. Merci Benoît. On reparlera tout à l'heure du shadow banking. On parlera aussi de la liquidité. Mais avant d'aborder plus en avant ces sujets-là, Catherine Mann, a quick reaction to Benoît Cœuré speech, maybe more from an American perspective. Benoît Cœuré speaks as a European central banker. If you have in mind the American central banker, how could he answer to the same questions? Yes, you've written in here that I have been saying that we need to raise interest rates in the United States, get off the zero lower bound as soon as possible. The OECD is on record prior to the September when the FOMC was meeting saying that it was appropriate to move 25 basis points at that time and then have a very gradual increase path, actually much more gradual than was presented in the so-called dot plot. So, and we did an experiment of that in our interim economic outlook that came out in September. So why did we say that, and why do we still believe that it's time is right? The first reason, again, is we're looking at the differences. It's a cost and benefit calculation. What the cost of an interest rate increase might be comes, does it affect real investment?
Will it affect growth through that channel? On the benefit side is, will it bring financial markets back into line with what we think the real fundamentals are? So looking at the first side first, the interest elasticity of investment clearly is very, very low. We've done the research on it, and in theory, it should be the case that there's interest sensitivity on the real side, but in fact, the factors that seem to be most relevant are the degree of regulation in the markets, not by financial regulation, but regulations affecting competition in both product market and labor market, uncertainty. There is a little bit of a credit constraint in Euro area, but I think that comes relatively more through the fact that debt overhangs in Europe have not been addressed yet, both on the balance sheets of the banks and on that for financial, non-financial and households, so that's what's the drag. But the real issue and the real drag on investment is growth, and it's growth not just in a particular economy, which is sort of what the standard way we would look at it is, a more robust demand environment creates the underpinnings for more investment in that environment, but actually it's the whole neighborhood. When we think about multinationals, they're looking at the whole neighborhood in deciding whether to undertake an investment strategy, investment program. And really, we have not had an environment where both the advanced economies and the emerging economies are both moving forward together, dragging the cart. So first it was the advanced that were behind and the emergings were kind of doing better. That was a few years ago, and now it's reversed. So the climate for investment on the demand side, it remains weak, as opposed to there being an interest rate elasticity. So we have to look at the other side. What benefits might we have on the financial side of taking a little bit of the froth out of the markets? And I think there's always a question about whether or not that's a problem. But I think that we can say that there are some problems in financial markets, commercial real estate being one of them in the United States. Even Eric Rosengren from the Boston Fed, who is very, very dovish, even he has been talking recently about concerns about commercial real estate. Now, emerging markets, that was what the issue was that affected the decision to not move in September. It had to do with the great volatility that was coming through the financial markets on account of China. So when we look at the question of whether or not emerging markets are going to be negatively affected by an increase of 25 basis points, so we've looked at this experience. We have a box on it in the economic outlook, and it is not the case that emerging markets are always affected negatively by an increase in interest rates on the part of the Federal Reserve. It is the matter of if it's undertaken and the demand environment is strong enough, then the emerging markets do well because of the trade linkage. So the extent to which the emerging markets are at risk has to do with Alain what he already said, and also with what Benoit said about the potential coming through the ETFs and the mutual funds, the lack of transparency, and what is essentially concentration in a very narrow set of instruments. Emerging markets have some concerns on that side. On the other hand, basically, if we get the first 25 basis points out of the way, then the emerging markets have at least one piece of uncertainty that they do not have to worry about. Right now, they continue to worry, when is it going to be, when is it going to be, when is it going to be? And the last amount of speculative capital is sloshing across the borders, waiting for that final moment to finally come back to rest in the United States. And going by 25 basis points would get that amount of capital at least out of the sidelines. Merci Catherine. Je vais continuer sur les problématiques de liquidité des marchés. Vous les avez déjà abordées, Benoît Cœuré également, et je vais me tourner vers Alain Papias à ce sujet. En même temps, en introduction, je voudrais rappeler que ces sujets de liquidité des marchés concernent beaucoup de participants de marché. Ils concernent nous aussi, les régulateurs de marché. Un certain nombre de papiers, beaucoup de papiers même ont été produits ces derniers temps à ce sujet. Je pense notamment à des papiers du FMI, à des papiers de la Banque d'Angleterre. Ici en France, l'AMAFI a publié un papier intéressant le mois dernier. Nous, à l'AMF, nous avons sorti très récemment un papier sur la liquidité des marchés obligataires français qui, à partir de nos données, relativise la problématique en indiquant que, bien sûr, on a vu des fortes dégradations de cette liquidité de marché obligataire lors des crises de 2008, 2009 et sur 2011, mais qu'en échange, on revoyait une vraie amélioration depuis 3 ou 4 ans.
Mais en échange, on est très conscient que ce type d'étude ne remplit pas la question, ne répond pas à la question qu'est-ce qui se passe en cas d'événement de stress, d'événement de marché un peu exceptionnel, qu'est-ce qui se passerait dans ces cas-là, et c'est pour nous tous un point d'interrogation ou un concern. Face à cette présentation de la situation des liquidités de marché, quel est le point de vue d'Alain en tant qu'un grand banquier de la place ? Notre sentiment, c'est que c'est un sujet d'inquiétude depuis l'année dernière, puisqu'en fait le flash crash sur le marché obligataire américain en octobre 2014 sur de l'emprunt d'État à 10 ans, je crois, était un signe que le marché ne fonctionnait plus comme avant. Alors pourquoi il ne fonctionne plus comme avant? Je crois qu'il y a deux raisons. D'abord, je crois qu'en période de politique monétaire active, les investisseurs gardent leur papier traditionnellement plus longtemps. C'est un phénomène que l'on constate dans la plupart des grands pays du monde. Et donc, les vitesses de rotation d'actifs se sont considérablement ralenties, ce qui est d'ailleurs ce qui ressort de l'étude de la MAFI. Parallèlement à ça, il y a quand même chez un certain nombre d'investisseurs un besoin qualifié d'immédiateté sur des gros blocs. C'est-à-dire il peut arriver, entre autres, quand il y a un mismatch entre de fait les actifs et les passifs, qu'il y ait des retraits de capitaux qui nécessitent d'aller dans le marché pour un bloc T-wholesale, un gros bloc. Et là, d'une certaine façon, constat que l'empilage des ratios réglementaires, que ce soit les ratios de capital, les ratios de liquidité et les ratios de levier, ont considérablement réduit les books de market making des banques, dont le métier était de faire grossiste, d'acheter les blocs et de les découper en petits morceaux pour des gens qui étaient prêts à acheter des blocs d'un montant plus petit. Ça veut dire que si demain il y a un mouvement de marché par lequel des SICAV obligataires, par exemple retail, ont des mouvements de retrait de fonds de la part des porteurs, le mismatch de liquidité est très très fort, puisqu'en fait ce sont des papiers en bonne partie corporate bonds, 7 ans de duration pour des questions de rendement, et en face, les gérants de SICAV assurent la liquidité jour, à condition de trouver une contrepartie. Et donc on est dans une situation un peu particulière. La preuve en est d'ailleurs que depuis l'été, ou depuis juste avant l'été, les grands gérants de SICAV obligataires mondiaux demandent aux banques des lignes de liquidité. Bien évidemment, comme on fait déjà beaucoup de market making, on les donne de façon très mesurée, on les price, et donc il n'y a qu'une petite partie de la population, entre guillemets, la plus prudente, qui peut s'acheter ce type de protection. Ce qui veut dire que si demain, pour des raisons X ou Y, de remontée, de choc de taux d'intérêt ou de choc de liquidité, il y avait des retraits sur les passifs d'OPCVM à liquidité jour, il y aurait des risques de connaître dans le marché des volatilités extrêmement importantes, non testées, puisque de fait, la montée du marché obligataire, entre autres en Europe, s'est faite pas mal sur les corporate bonds. On n'a pas connu de choc de marché pour l'instant, parce qu'en fait, on est dans des situations buy and hold, et donc on est entré, pour moi, dans unknown territories, et il faut bien voir qu'à ce moment-là, le risque ne sera pas bancaire. Les livres de market making ne remonteront pas, les bid-offer spreads s'écarteront et on risque de voir des gens à ce moment-là en face de situations que l'on a connues sur des classes d'actifs un peu particulières en 2007-2008, quand il n'y avait plus de prix donnés par les traders de marché sur, par exemple, le subprime américain. Quand il n'y a plus de prix, il n'y a plus de prix. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de marché. Et d'ailleurs, il est étonnant de ce point de vue-là qu'au moment où il y a énormément de travaux très positifs, je vois que Fabrice de Marigny, mon compère de Replace est là, il y a d'énormes avancées de travaux faits dans le cadre de Capital Market Union. Le document publié par la Commission ne mentionne pas du tout le sujet de la liquidité du marché. Et de fait, il n'y a pas de marché s'il n'y a pas de liquidité. Et je crois que c'est un sujet de souci. Et quand les plus grands gestionnaires d'actifs du monde s'en soucient, c'est qu'il y a sûrement un risque quelque part. Et que regarder le passé, malheureusement, n'est pas forcément ce qui va nous éclairer sur ce qui se passera demain, puisqu'à l'époque, il y avait du market making. Oui, en tant que régulateur, Alain, bien sûr, je partage tout à fait ce souci. Maintenant, quand tu dis que tout vient, je caricature un peu, que tout vient des nouvelles régulations, je trouve que c'est très excessif. N'oublions pas quand même que ces nouvelles régulations ont d'abord permis de sécuriser
les intermédiaires, à commencer par les banques, par les très gros capitaux propres supplémentaires qu'on leur a demandé, et que finalement ce sont les conditions de marché en général aujourd'hui qui expliquent ces problématiques de liquidité, à mon avis, davantage que les mesures de régulation directe des marchés. Je crois que tu n'es pas d'accord avec moi? Pas tout à fait. C'est-à-dire que je crois que les études d'impact qui ont été dans l'ensemble assez bien faites, ratio par ratio, n'ont pas intégré l'empilage des différents ratios, en tout cas sur ces activités de market making. C'était des activités peu rémunérées, très faiblement rémunérées, de la même façon que les repos et les reverse repos étaient faiblement rémunérés, ce qui ne posait pas de problème dans la mesure où les contraintes, par exemple, de capital étaient légères. On le voit très bien sur les emprunts d'État, il n'y a pas de sujet puisqu'il s'agit de high quality liquid assets, donc le côté capital et liquidité ne joue pas, puisqu'on peut aller chercher de la liquidité banque centrale. Par contre, les ratios de levier mordent. Et dès qu'on tombe sur les bonds corporate, y compris des émetteurs bancaires, ce qu'il ne faut pas oublier, qui vont devoir émettre quelques dizaines de trillions dans le futur pour faire face à TILAC, entre autres. Le problème, c'est que les livres de market making dans le monde ont été en gros divisés par 3 au cours des 4 dernières années, et ça ne reviendra pas, sauf à pricer la liquidité à des prix tels que les corporates, ou tout du moins les investisseurs, auront du mal à vivre avec. C'est ça le problème. Encore une fois, je ne nie pas le problème, mais je le présenterai légèrement différemment. I will give the floor now to Sharon Bowen of the same debate. You are my colleague, US financial market regulator. I know that also in the US you have the same kind of debates regarding the liquidity of financial market, the lack of liquidity, and more particularly about what we could call the flash events, what happened in October 2014, in August of this year. It was very surprising to have this such huge swings in liquidity one day. It disappeared very quickly. What do you think about it, and what is the answer of the U.S. financial regulators? Yes. Good evening, everyone. And before I respond to your question, I first wanted to express my deepest sympathy to the families and loved ones who were harmed last Friday. The reporting of the events actually evolved as I was about to board my flight from Washington, D.C. to Paris. And at that time, we weren't sure of whether we would land in Paris or be diverted to another city. And so during those 8 hours on the flight, just based on what little I knew at the time, I knew that the world would condemn those attacks. I knew that the world would mourn with you. I also knew that the people in Paris would be strong and resilient. And the reason I knew all those things is because I lived through 9/11 in New York City, 7 blocks from the World Trade Center. I saw both planes hit, and I lost friends. So I know that the city here will heal but never forget, and my prayers will always be with you. So with that in mind, I just would be remiss not to say so. Thanks a lot, Sharon. Yes, thank you. I also want to thank the IMF for inviting me today, and I'm delighted to be joined by such a distinguished panel. Look forward to hearing more of your views, and I'm sure this will be a quite spirited debate. In that regard, I just want to say that the views that I expressed today are my own and do not reflect those of my commission or my fellow commissioners. Now to turn to the question at hand about liquidity and the impact of the flash events. So as we know, flash events shake the confidence of investors, and that our U.S. Treasury markets are some of the deepest and most liquid markets in the world. So when our commission, together with other U.S. regulators, looked at the so-called flash events of October 15, 2014 rather, there were some surprising results from that. As you said, in that day, the yield on the 10-year bond, Treasury security, experienced a 37 basis point spread in that day. And there have only been really, frankly, 3 occasions where we've experienced such an increase in an intraday spread. And in each of those cases, it was due to some policy announcement. Yet in this instance, there was like no one single cause, which was really kind of surprising. Yeah, but notwithstanding that, we did learn some things about the market and who some of the market players were.
You know, for example, that we knew at the time that some of the regulatory rules in place, such as the vocal rule and capital rules, et cetera, were possibly constraining the ability of dealers to hold inventory. We also knew that sovereigns, including our Federal Reserve, were accumulating bonds as part of their stimulus efforts. We also knew at the time that we had new market players at the time who were really prominent in the market. And, you know, Treasury securities, particularly in the market, Treasury securities is pretty much electronic, which means it has a large presence of high-frequency trading. And also, we know that hedge funds were extremely prominent in the market that day. And so these new players played a role in terms of how trading was affected in that particular day. Because of it, of course, we're being urged to pull back on some of our regulations, which is something we don't think we should really do at this stage. And I'll talk a little bit later about the real role of high-frequency trading and some of the proposals that we have in front of us. In terms of just corporate bond liquidity, I want to commend the AMF on its recent study. And it's also surprising, really not too surprising, that you reached some of the conclusions that we did. You know, we had heard that our regulations, you know, had an effect in terms of constraining liquidity. When in fact, you know, liquidity, when you define it based on bid-ask spreads, in fact, had improved. And so there was really no indication that liquidity had been affected by regulation. You know, at the same time, you know, we heard that the high-frequency traders who were in the market got out of the market really quickly. But in fact, that didn't take place. They actually stayed in the marketplace throughout the duration, much to the surprise of many people who thought that that was not the case. As you also noted in terms of the other characteristics of the bond market, you know, we've had a low interest rate environment for some time. We've talked about that a little bit, and it'd be interesting to see whether or not the anticipated rise, at least in the US interest rates, whether that's already priced in the market or not, that remains to be seen. But, you know, at some point, you know, we do know that the changing dynamics and the changing market participants mean that there's always a search for yield. And so, you know, because of it, we've had a lot more volatility in our marketplace. As you know, we at the Commission care very much about market risk, and liquidity is one of those subjects. And I sponsor our Market Risk Advisory Committee, and we've devoted a session on liquidity. And we reached kind of two takeaways from that discussion. One is liquidity is not a right. It's a service that has to earn its own economic return. And the other takeaway was that liquidity is in the eye of the beholder. It's abundant when you don't need it, but evaporating when you do.